On va passer la parole donc à Didier Mutter. Pourquoi et comment doit-on promouvoir des vidéos de formation structurées et commentées? Analyse critique de l'usage de la vidéo. Bonjour, merci à tous. Maintenant, on va proposer ce sujet avec Mathieu Roumillier où on a essayé de regarder un peu que valait aujourd'hui la vidéo en chirurgie. En fait, dans le cadre de l'apprentissage du geste technique, on sait que l'éducation par la vidéo, elle est primaire, elle est structurante et qu'aujourd'hui, on garde ce vieux concept d'apprentissage see one, do one, teach one. Et là, on est dans la partie du see one, jusqu'à quel point on va pouvoir regarder pour apprendre. Alors pourquoi voir? Parce qu'on sait aujourd'hui que la vidéo et regarder des vidéos, surtout avec les nouvelles technologies, c'est incontournable dans la formation de tous les étudiants, que ce soit en médecine, que ce soit pour la formation initiale et pour la formation continue des chirurgiens. Les bénéfices sont bien sûr les informations médicales et chirurgicales qu'on peut obtenir, qui concernent l'ensemble de la prise en charge des patients, les solutions techniques pour le chirurgien et surtout se forger une mémoire du geste. On sait que plus de 60% de ce que les Anglais appellent le skillness peut être acquis en regardant des vidéos. Il remplace certainement aujourd'hui une partie de la formation en assistance au bloc opératoire, puisque même si les internes sont encore assez présents à l'hôpital, ils sont quand même de moins en moins présents en termes d'heures au bloc opératoire. Alors comment voir avant l'ère de la chirurgie vidéo assistée? Il y avait des amphithéâtres où on voyait plus ou moins de loin. Il y a eu au début des vidéos, des vidéos didactiques, mais qui étaient difficiles d'accès, qui montraient qu'un seul cas typique réalisé par un expert et n'était pas réellement la vraie vie. Aujourd'hui, comment voir? La paroscopie a réellement révolutionné complètement l'image. D'abord en donnant accès à l'image interne au bloc opératoire. Et on le verra depuis quelques années, la diffusion très facile de toutes les vidéos par YouTube et des vidéos qui arrivent en chirurgie sur des plateaux comme TikTok révolutionnent et vont encore largement révolutionner la pratique de la chirurgie. Dans le cadre de cette étude, on a fait une petite étude, entre guillemets, qui a permis à 70 chirurgiens de répondre à des questions. C'est ce qui fera la place des quelques camemberts et qui correspond à la littérature. En fait, quelles sont les sources des vidéos chirurgicales pour les chirurgiens? C'est dans plus de 95% des cas YouTube. On va voir que c'est un avantage de facilité, un inconvénient de qualité. On sait que c'est utilisé dans 80-90% des cas dans la formation générale des chirurgiens et même quasiment 50% lorsqu'ils cherchent une information spécifique, comment disséquer un point technique, comment aborder une pathologie ou un point technique. Dans la fréquence, la plupart des chirurgiens regardent plus d'une fois par mois ces vidéos, sauf pour les seniors et les enseignements qui le regardent moins d'une fois par mois. Est-ce qu'ils ont leurs propres sources vidéo? Ils n'ont pas répondu à ce point-là. Autrement, mais il y a tous les sites des sociétés savantes, les sites d'éducation, les plateformes d'établissement, les sites commerciaux. Bien sûr, j'ai cité WebSurge à ce niveau-là. Vous voyez que l'étude est un peu biaisée ici. Il y avait quasiment 50-50 entre YouTube et WebSurge dans cette étude, mais elle était posée pendant un cours de formation à l'IRCAD, donc ils étaient bien sûr un peu orientés. Quand on regarde les sources des vidéos, on voit que les apprenants, entre guillemets, regardent un petit peu plus les vidéos que les centres experts. La question se posait également comment c'était utilisé. En fait, on se rend compte que la vidéo est utilisée hors de la période habituelle de la journée. C'est souvent le soir, en fin d'après-midi ou dans la soirée, et la plupart du temps sans télécharger. Donc le streaming a un intérêt fondamental. Les vidéos, les CD-ROM et tout ce qu'on pouvait acheter, télécharger et garder n'a aujourd'hui que peu d'intérêt. On en a quand même demandé s'ils lisaient encore des articles. Ils ont confirmé qui gardait la lecture d'articles médicaux comme source de formation. C'est quand même quelque chose d'un peu intéressant, mais voilà, ils lisent encore quelques livres. Ensuite, on se pose la question de la qualité des vidéos, et c'est le gros problème. Qu'est-ce qu'il y a comme contrôle qualité? Qu'est-ce qu'il y a comme contenu scientifique? Alors, il y a bien sûr le HON code, mais en pratique, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun contrôle de qualité dans la majorité des cas pour les vidéos, auquel on pouvait accéder très facilement. Il n'y avait pas la qualification de l'opérateur. Est-ce que la procédure était un référentiel? Est-ce qu'elle était innovante ou est-ce que c'était une vidéo qui avait le problème de la péremption des vidéos? Est-ce qu'elle avait 5 ans, 10 ans ou 15 ans? Souvent, elles ne sont pas datées. Est-ce qu'elle reflète l'état de l'art ou une évolution d'une nouvelle technologie? Ça n'est jamais précisé. Et dans la majorité des cas, on ne sait pas si c'est de la promotion d'une technique, de l'autopromotion, de la promotion d'un centre. Et on l'a vu plus tard, est-ce que c'est une publicité pour du matériel, pour un opérateur? Est-ce que c'est du lobbying industriel? On n'a dans la majorité des cas aucune de ces informations.
Il y a très peu d'accréditation de la vidéo. Nous, par exemple, sur WebSearch, on revoit toutes les vidéos comme une revue scientifique, mais on sait qu'il y a peu de revues systématisées par des sociétés savantes, par des universités. Et je crois que c'est vraiment un point qu'il faudrait absolument développer, qu'il y ait un tampon d'université et que celui-ci soit daté dans le temps. C'est-à-dire qu'il est exclu d'accréditer une vidéo et qu'elle reste accréditée pendant 30 ou 40 ans. Un exemple de l'évaluation de la pertinence de vidéos, on a fait une requête sur YouTube sans cholécystectomie laparoscopique. 27 vidéos n'étaient considérées comme même pas pertinentes, traitant de sujets autres que la cholécystectomie, dépassant le cadre de la cholécystectomie, incluant des modélisations 3D, là encore pas dans le cadre qui était recherché, ou étant à caractère vraiment publicitaire ou commercial. Et par l'évaluation des gens dans cette revue, ils considéraient que 15% des vidéos étaient considérées comme bonnes, 54% moyennes et 22% mauvaises, ou ne respectant pas les recommandations pratiques. Donc on voit que la présentation des vidéos et des commentaires sont malheureusement laissés totalement au choix des éditeurs des vidéos. Ce sont souvent des simples commentaires textuels et que les vidéos structurées et didactiques sont manquantes dans la majorité des cas sur les sources auxquelles on peut avoir accès. Les processus éditoriaux et de contrôle qualité ne sont pas précisés et 36% des chirurgiens ne contrôlent même pas l'origine scientifique de leurs vidéos. Donc on est étonné que les chirurgiens eux-mêmes, quand ils vont voir une vidéo, c'est pas grave, on regarde, on est content et on ne se pose pas la question de savoir d'où ça vient. C'est vraiment le plus étonnant. Et pourtant, on sait que la pertinence peut être importante parce que ça peut avoir un impact immédiat sur la procédure qu'ils vont réaliser. On leur a demandé à quel moment est-ce qu'ils consultaient les vidéos. Ben, on a vu que très souvent, ils consultent une vidéo avant une nouvelle procédure. Ce qui veut dire que s'ils consultent quelque chose qui n'est pas approprié, on imagine les dégâts potentiels sur la réalité de la réalisation de cette procédure dans un deuxième temps. En fait, dans la pertinence des vidéos, il faut absolument que le chirurgien trouve à la fois des procédures complètes, extensives, mais également des temps chirurgicaux, par exemple que la suture ou qu'une dissection, qu'un temps fort, ce qui implique absolument d'identifier ces séquences, de réaliser des chapitrages ou de structurer les vidéos. Comment est-ce qu'on peut chapitrer les vidéos? Aujourd'hui, c'est fait manuellement. Certainement, demain, on pourra faire intervenir l'intelligence artificielle. Je vous montre deux exemples qu'on a développés à l'IRCAD. On sait aujourd'hui qu'il est capable d'entraîner les vidéos pour analyser, pour reconnaître des temps opératoires. À la cholécystectomie, tous les temps sont reconnus totalement automatiquement par la machine. Mais, je mets bien entendu un mais, dans le cas de la cholécystectomie, il y a une vésicule, une artère cystique, un canal, et l'image est fixe. De la même façon, pour aller vite, on a travaillé sur la reconnaissance de l'anatomie et des éléments anatomiques de la cure chirurgicale de l'hernie inguinale par approche laparoscopique TAPP. Là, effectivement, la machine est capable de reconnaître l'hernie directe, l'hernie indirecte, le triangle de Callot, le triangle de Doom. Là encore, limite du système. N'oubliez pas que c'est une vidéo avec une prise de vue figée sur une anatomie relativement simple. Il va être beaucoup plus difficile d'aller travailler sur les éléments complexes. Mais on a fait sortir nos datas sur WebSearch. Lorsque les vidéos sont chapitrées, on a des impacts en termes de connexion sur les différents éléments du chapitrage. Ce qui veut dire que les gens cherchent des points précis du chapitre, que ce soit comment je mets un trocard, à quel moment je coupe, à quel moment je dissèque. Ces chapitrages font partie des éléments et du coup, toutes les vidéos sur WebSearch sont chapitrées. On sait qu'aujourd'hui, finalement, la production de vidéos chirurgicales, elle est massive, elle est simple, elle est économique. Les chirurgiens ont facilement les moyens techniques d'enregistrer, et même ceux qui n'ont pas de moyens au bloc, on voit régulièrement sur YouTube des vidéos enregistrées par un iPhone qui filme un écran. On s'en rend compte. Les limites, c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucune recommandation de société savante de vidéo type à regarder. Il n'y a pas de système ou d'organisme de validation éducative de ces vidéos. Il n'y a pas non plus de vidéo référence pour la formation. L'ancienne EMC des chirurgiens, vidéo, elle n'existe pas avec une actualisation régulière. Donc l'objectif demain, c'est des vidéos analysées certainement par l'IA pour les procédures simples. On a vu que c'est faisable pour identifier des points ou des éléments clés de procédure pour valider les apprentissages, qui permettrait d'avoir une valeur pour l'éducation chirurgicale et l'acquisition des gestes de base bien supérieure à ce qu'il y a aujourd'hui, et qui permettent, mais ça Mathieu Bourgoumiguet vous en parlera tout à l'heure, permet un coaching éducatif et la validation des actifs. Ce qui m'a aussi interpellé, c'est de se rendre compte
que lorsqu'on demande aux chirurgiens est-ce que vous accepteriez qu'on prenne vos vidéos pour évaluer vos qualités techniques et de réalisation, 20% des chirurgiens ont refusé dans cette petite enquête. Je crois qu'il y a encore de l'éducation à faire auprès des chirurgiens. Et alors que paradoxalement, on voit que plus de 75% des chirurgiens ont des possibilités d'enregistrement de vidéos. Et même s'ils l'ont, les 3/4 ne l'enregistrent jamais. Là encore, il y a sûrement des travaux à faire au niveau de l'Académie pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça sera le sujet peut-être de Medicine 4.0 et le sujet des black box. Donc en conclusion, il faut pouvoir promouvoir les vidéos chirurgicales. C'est indispensable aujourd'hui. Il faudra certainement arriver à un enregistrement systématique du stockage. Ça, c'est ce qui n'est pas tellement accepté encore par beaucoup de chirurgiens, mais le principe de la black box. Les travaux sur l'IA permettront à ce moment-là l'analyse automatique de ces images opératoires. Les universités, les savants doivent absolument s'engager à valider et promouvoir des vidéos qui représentent les bonnes pratiques avec des deadlines de révision, développer des avis d'aide chirurgicale et des coachings et permettre une formation continue par le développement et l'émergence de certaines plateformes efficientes en chirurgie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Didier. Donc on a vu que de la vidéo, on pourrait dire naïve, à la vidéo structurée, il y a quand même un grand chemin à parcourir. Merci de montrer à quel point cette structuration de l'image est fondamentale pour être pédagogique, pour apporter un plus. Et donc, mais j'imagine qu'avec l'IA, cette reconstitution, ce que tu as dit, ça va probablement être beaucoup plus facile. Oui, ça fait partie des gros travaux. On sera interpellé par le système de l'IA qui va te dire à quoi attribuez-vous cette image, comment vous voulez, etc. Comment ça pourrait conduire éventuellement un accompagnement d'un geste opératoire. Donc là, volontairement, on n'est pas rentré dans l'utilisation de la vidéo en paire opératoire et pendant le geste, qui est un domaine complémentaire qui est encore plus important. Mais effectivement, le chapitrage reste quelque chose de fondamental.